Nous sommes, comme vous le savez, en compagnie d'Amanda Sters. Bonsoir Amanda. Bonsoir. Pour votre ouvrage Dans mes yeux. Alors, vous allez me dire comment on doit le présenter. Des entretiens, une biographie, presque une autobiographie, une interprétation de la vie de Johnny Hallyday. Une interprétation, pas vraiment, puisque on va dire que voilà, ce sont les sentiments, les souvenirs, la vie de Johnny qui m'a été racontée par ce grand monsieur et que j'ai traduit en littérature, je l'espère. Donc c'est une sorte d'ovni littéraire. Mais Zlatan vient de faire la même chose à peu près avec un écrivain. Donc voilà, on invente une nouvelle famille de livres. Oui, effectivement, c'est exactement l'expression que j'allais utiliser. OVNI littéraire, parce que donc votre nom est sur la couverture, vous signez l'ouvrage, mais Amanda Sters n'apparaît absolument à aucun moment. L'ouvrage est complètement raconté à la première personne. J'ai lu dans une interview, ça m'a beaucoup intéressé, que vous disiez que le travail que vous aviez fait, c'était un travail d'actrice en fait. Vous vous êtes mis dans la peau d'une actrice qui joue Johnny Hallyday le temps des 200 pages du livre. En partie, c'est-à-dire que pour expliquer les choses, c'est vrai que de prendre l'exemple de Marion Cotillard, quand elle a interprété Piaf, c'est assez simple à comprendre parce que c'est charnel et que mon métier est plus abstrait. Donc effectivement, c'est elle, sous les traits de Piaf, mais c'est les sentiments de Piaf, c'est la vie de Piaf, voilà, avec quand même un point de vue de réalisateur, un point de vue d'actrice, mais elle n'invente rien. Donc on m'a fourni l'imaginaire, on va dire, on m'a fourni toute la matière du livre, mais ce qui m'intéressait, moi, c'était de trouver une voix à la voix la plus connue de France et de faire en sorte que très vite on m'oublie et qu'on ait l'impression que c'est Johnny qui parle. C'est parfaitement réussi, on a vraiment le sentiment d'écouter Johnny, puis surtout, on a le sentiment qu'il y a quand même un point de vue qui a été pris, qui n'est pas le point de vue le point de vue people, le point de vue... effectivement, il y a le point de vue star, mais il y a la vraie question, on sent que vous cherchez à trouver où est la fêlure, quand même. Oui, c'est l'être humain qui m'intéresse, forcément. Moi, ce qui m'a aussi attirée, c'est que Johnny a les mêmes blessures que les personnages que je fabrique. Donc, je ne l'ai pas choisi par hasard. Donc, il y a voilà, chez lui les failles, l'absence de père pour lui, la schizophrénie, cette dualité qu'on a forcément quand on s'empare tellement de nous, quand les médias fabriquent un personnage et au bout d'un moment, il faut savoir est-ce qu'on devient celui qu'on nous demande d'être ou est-ce qu'on réussit à rester la personne qu'on doit devenir. Il y a toujours ce glissement intéressant entre les deux. Il était animé de tout ça et puis aussi derrière il y avait un exercice qui n'était pas forcément celui d'une fan, c'était aussi de comprendre derrière lui toute une époque, puisque je pense qu'on peut prendre ce livre entre les mains en étant juste quelqu'un qui aime entendre Johnny à la radio parce qu'il fait partie de nos vies, mais sans être un fan absolu. Je voulais qu'on se mette à aimer et à comprendre cet homme. On peut même le prendre sans ça, on peut le prendre juste parce qu'on s'interroge sur le pourquoi d'un si grand phénomène, en fait. Même sans... Je vous avoue que je n'ai pas une tendresse particulière, à part 2-3 morceaux des années 60 pour Johnny. Le livre m'a fasciné parce qu'effectivement, on a envie de comprendre pourquoi cet homme est devenu la voix préférée d'un nombre incroyable de Français. C'est drôle parce que j'ai beaucoup de mes lecteurs qui me disent pour la première fois je vais aller à un concert de Johnny maintenant, voilà, parce que je l'adore. Donc il se passe des deux choses aussi, parce qu'il y a aussi des fans de Johnny qui m'auraient jamais lu. Donc il y a une vraie rencontre inattendue entre nos deux univers. Et pourtant, on a beaucoup de choses en commun. Et c'est ce qui nous relie, qui a construit le livre doucement. C'est une certaine forme de retenue, de pudeur. Et vous disiez comprendre le phénomène. Je pense que la seule façon de comprendre, c'est de se dire que c'est la part de magie, la part d'incompréhensible et d'indicible. Pourquoi, alors qu'il y a des gens qui sont beaux, intelligents, talentueux, ça marche pas, ça marche jamais. Et pourquoi il y en a qui, dès qu'ils font un pied dans une salle, on sait que c'est des stars. Johnny, il trimballe avec lui, qu'on l'aime pas. Il suscite une réaction. Et il a cette chose qu'ont les grands fauves. Il rentre dans une pièce, il impose quelque chose, une aura qui le dépasse.
Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je pense qu'il déchaîne autant les passions, c'est qu'il n'y a pas de justice avec ça. On n'a pas ça parce qu'on le mérite, ou parce qu'on est gentil, ou parce qu'on est trop, ou parce qu'on est méchant, ou parce qu'on est calculateur. On a ça, c'est ce qu'on appelle malgré l'aura nous. ou le charisme, Et voilà, et il en a fait, en plus de cette aura, il en a fait quelque chose d'artistiquement très intéressant. Vous parliez du parallèle avec vos personnages. Il y en a un qui est évident, j'imagine qu'on en a déjà parlé, le parallèle avec le vieux juif blonde. C'est presque deux façons de raconter la même histoire, moi je trouve, ces deux livres. C'est vrai. Donc, pour les gens qui ne l'ont pas lu, Le vieux juif blonde, c'est une pièce d'Amanda qui a été plus ou moins là, le moment où le succès est arrivé, on va dire. Je crois, oui, un de mes plus grands succès. Oui. Une pièce de théâtre où une jeune fille devient folle, et raconte à la première personne les mémoires d'un juif qui a vécu les camps de concentration. Ouais, elle dit qu'elle est un homme de 77 ans et que, voilà, effectivement, on peut la croire ou pas, mais voilà. Donc là, aujourd'hui, je suis à nouveau. C'est vous qui êtes Johnny Hallyday. Non, je suis toujours amusée aussi par ce qu'on dégage malgré soi. J'ai jamais, j'ai pas très conscience ni de mon corps ni de ce que je dégage. Je suis toujours surprise de la personne que je vois dans mon miroir. Et en fait, moi, j'ai toujours eu l'impression. Je pense que quand j'aurai 75 ans, j'aurai enfin mon âge. Et Johnny, lui, il a l'impression d'avoir 20 ans. Donc à nous deux, on arrive à se comprendre. Je suis... oui, on est otage de ce qu'on véhicule, de ce dans quoi on est transporté, et aussi du temps qui passe. Il y a beaucoup de ça dans ce livre, et je pense que c'est aussi un manuel presque testamentaire, mais aussi un manuel pour ses enfants, pour leur dire voilà à quoi ça ressemble la vie, et voilà ce que tu devrais éviter de faire. Vous avez senti que lui, il l'a voulu comme ça, comme une espèce de trace à laisser, il vous a choisi comme porte-parole? Je pense que je suis arrivée au bon moment. Je pense que c'est un mélange de choses, et je pense qu'il n'a pas autorisé pour la première fois qu'on écrive sur lui par hasard aujourd'hui. Il a été dans un coma profond. On a cru qu'il allait mourir, et effectivement, il s'est rendu compte à ce moment-là, quand des funérailles nationales étaient sur le point d'être organisées en France, que tout et son contraire allait être dit sur lui, et il a eu envie de laisser sa version de la vérité, je pense. Sur cet accident qu'il a mis dans le coma, il y a un très beau tour de passe-passe littéraire, comme ça, puisque lui est incapable de le rappeler, puisque il s'est évanoui, il est tombé. Et donc il y a un personnage, une tierce personne, qui raconte comment il l'a trouvé. Oui. C'est un des très beaux moments du roman. Oui, c'est sa femme Laetitia. C'était pas du tout prévu au départ, parce qu'elle était très loin de nos entretiens qui se passaient en tête-à-tête, et elle attendait de découvrir le livre, et puis je suis allée lui dire voilà, il y a un passage que Johnny ne peut pas me raconter, et qui est pourtant un moment où la France entière a été suspendue dans l'attente et la Belgique aussi d'ailleurs, dans l'attente de savoir qu'est-ce qui allait devenir de Johnny, et elle a été non seulement son relais morale, mais légale, c'est-à-dire qu'elle pouvait signer une décharge pour qu'on le débranche. Donc ce moment-là, j'ai eu besoin que quelqu'un le raconte. Je voulais pas que ce soit impersonnel, et donc je lui ai donné la parole, et c'est elle qui raconte à ce moment-là ces quelques jours où elle prend le relais de sa conscience. Et ça représente combien d'heures d'entretien? Enfin, comment ça s'est passé? Moi, j'ai été fascinée par l'impression que j'ai eue d'un énorme travail de montage que vous avez dû faire. Ouais, c'est très dur à doser en temps. C'est vrai qu'ensuite, j'ai complètement reconstruit le livre à ma façon. C'est ce qui le rend si fascinant. Hein. C'est qu'on sent que c'est des heures d'interview et d'entretien éparses comme ça, et qu'il y a tout ce travail, et c'est là que la littérature intervient, de reconstruire un puzzle. Merci. C'était sûrement pour moi la partie la plus intéressante, et la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, c'était que je voulais qu'on ait l'impression de cette chose qui coule toute seule, qu'on a l'impression qu'une idée l'amène à une autre, et je construisais le livre au moment où il me racontait les choses comme presque on fait des maths. Et vous me posiez quoi comme question? J'ai oublié. Ça, c'est 8 heures d'interview. Comment ça s'est déroulé? Ouais. Ah oui, comment ça s'est déroulé? On a commencé par... je suis venue m'installer chez lui à Los Angeles. Et en fait, on a
les 3 premiers jours, je errais dans la maison avec le carnet pour lui rappeler que j'étais pas là pour aller à la piscine, parce que comme on est amis dans la vie, il m'emmenait au resto, il me montrait ses motos et tout. Et à un moment, je lui ai dit, mais tu te rappelles que je suis là pour écrire un livre? Il me disait, ouais, plus tard. Et puis, c'est quelqu'un qui vous teste beaucoup, Johnny, qui vous provoque un peu. Et donc, j'ai tenu bon. Et au bout de 3 jours, le soir, il m'a fait venir dans son bureau et on a commencé à parler. Je lui ai parlé de son père et il a parlé, parce que j'ai très peu parlé moi, il a parlé pendant 4 heures d'affilée et c'était le point de départ. Je crois que quelque chose s'est libéré dans sa parole et puis on a commencé. Et ensuite, il y a eu plein de petits séjours chez lui, mais aussi des moments de silence où je suis venue par exemple à Montpellier voir comment il répétait. Il y a eu tout ce qu'il m'a pas dit que j'ai traduit en mots. Mais comment il répétait, comment il regardait les musiciens, comment il faisait une balance, tout ça était pour moi une façon de me nourrir. Et surtout, comment il parlait. Parce que chacun a son phrasé, sa façon de timbrer les mots. En plus, là, c'est très particulier. Ouais. Et moi qui suis une éponge, j'ai cette chose assez musicale. Si je vais voir une pièce en alexandrin, je sors, je parle en alexandrin. Du coup, je parlais en Johnny, c'est-à-dire qu'à la fin, j'entendais son rythme, la façon de marquer les temps des phrases. Et du coup, j'ai pu écrire un livre sans qu'on ait l'impression que c'était... Il y a plein de gens qui pensent que j'ai presque retranscrit... Non, c'est évident que non. Tant mieux, c'est un compliment. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Par contre, il y a aussi des moments qui ne sont pas des moments de conversation entre vous, que vous avez retranscrits en mots. Quelques-uns. Comme je savais qu'il avait à la fin le droit de tout enlever, j'ai tenté, on va dire, ma chance. Et il me dit, ça, je me rappelle très bien quand je te l'ai dit. Et il ne me l'a jamais dit, par exemple. Donc c'était pour moi très émouvant de me dire que j'avais su traduire aussi ces silences. Et alors, une question qui forcément sur les lèvres de tout le monde. Avant de le rencontrer, votre rapport à Johnny, vous en tant que simple auditrice, c'était quoi Mais je l'ai rencontré pour la première fois, j'avais 20 ans. Donc malheureusement, ça remonte déjà un peu. Donc il y a presque une quinzaine d'années. Un truc très inattendu. J'ai un copain comédien qui jouait dans un film avec lui, Bruno Puzzolo. Et qui m'a dit, viens, je t'emmène sur le bateau de Johnny à Saint-Tropez. Donc pour moi, qui vient d'une famille dans laquelle on n'a pas spécialement de rapport avec ce monde-là, une famille avec un papa médecin et tout, c'était rigolo, mais bon, un peu décalé. Et je suis arrivée sur ce bateau avec une table ouverte, comme il sait faire, parce qu'il a toujours plein de copains. Et pareil, il m'a un peu provoquée, et puis je lui ai répondu, et puis on a ri. Voilà, on a échangé 3 mots. Et puis 3 années après, je me suis mariée avec un de ses amis. Donc je suis venue dîner chez lui et il m'a regardé. Il m'a dit, toi, à Saint-Tropez, le bateau, il y a 3 ans. J'ai dit, mais comment il se rappelle de ça? Et voilà, on s'est liés d'amitié avec sa femme aussi. Avec le temps, j'ai vu ses petites filles arriver dans sa vie. Et quand j'ai divorcé, il m'a signifié que j'étais toujours son ami, qu'il ne divorçait pas de ses amis, lui. Et voilà, c'était une jolie histoire d'amitié, mais avec quand même un homme qui est de la génération de mon père, donc avec cette limite-là, ou une amitié bienveillante, on va dire presque filiale. Mais c'est vrai qu'on a tous les deux une pudeur et une retenue, donc on ne se l'est jamais beaucoup dit. Mais avant ça, avant 20 ans, est-ce que vous écoutiez du Johnny Hallyday? Est-ce que vous aviez une chanson de Johnny Hallyday préférée? Alors, ma maman m'avait offert son 45 tours du Pénitencier. C'est un des premiers Johnny que j'ai écouté. Et je me suis beaucoup rendu compte que je connaissais Johnny presque malgré moi, parce que j'ai jamais changé ses chansons à la radio, qu'on connaît tous les paroles. C'est devenu... ça fait partie de la culture générale du pays. Donc je pense, oui, les très grandes chansons, je n'étais pas très pointue, mais les albums de Berger, de Goldman, ça a bercé ma jeunesse, mon enfance, oui. J'étais jamais allée à un concert de Johnny avant, je crois, mes 25 ans. Donc j'étais pas ce qu'on peut appeler une fan, mais j'ai toujours aimé, j'ai toujours été impressionnée par la voix. J'ai jamais changé à la radio, quoi. J'aimais ça, mais voilà. C'est pas un livre de fan, c'est un livre d'une personne d'une artiste qui en admire un autre, quoi. Mais justement, en parlant d'artiste, c'est la deuxième fois que vous confrontez littérature et rock'n'roll, puisqu'il y a eu Kiss Me. Qu'est-ce qui vous fascine là-dedans? On a le sentiment, parce que vous y accordez beaucoup de place dans la première partie du livre, on a l'impression que le sentiment que le rock'n'roll est un moyen de rébellion et de contestation est quand même quelque chose qui vous attire pas mal.
Oui, c'est la musique de la jeunesse, c'est la musique du cri où on dit les choses. Et forcément, c'est ce qui est intéressant dans l'énergie de l'écriture. J'ai un papa qui, avant d'être médecin, aussi chantait du rock. Donc, ouais. Et il chante toujours très bien. Mais du coup, ça a fait partie de ma vie. J'écoutais à la maison, on écoutait Procolarum et Soft Machine. Donc j'ai été bercée dans le rock. Enfin, j'aimais ça. Keith Richards, c'était encore autre chose. Il avait sniffé les cendres de son père. Et quand il a dit ça, je me suis dit qu'il y avait effectivement encore quelque chose de mythologique dans cette histoire. Mais surtout, les individus, les stars sont des symptômes vivants, des symptômes de notre société. Donc ils représentent, ils trimballent malgré eux toute une chose de l'époque ou des moments ou du temps qui va mal. Et donc pour un auteur, c'est toujours partir de l'infiniment petit pour comprendre une société. Donc il n'y a pas mieux, je pense, qu'une star et ses failles et son aura et ses contradictions pour expliquer ce qui dérape dans un monde. Oui, c'est exactement le mot qui vient à l'esprit, ceux qui dérapent, parce qu'on sent chez Johnny Hallyday régulièrement dans le livre des petits moments de dérapage comme ça. Il le dit lui-même, il dit là, il y a un moment où ça allait plus du tout, j'ai fait n'importe quoi. Et c'est souvent les femmes qui le sauvent en plus. Oui, il est très tendre avec les femmes puisqu'il a été élevé par des femmes, par sa tante et ses cousines. Je pense que c'est quelqu'un de très attachant, mais qui a toujours eu l'intelligence de savoir s'entourer au bon moment et de savoir se détacher des gens. C'est une intelligence d'instinct, donc c'est quelqu'un qui prend des décisions rapidement et en les comprenant a posteriori. Mais il ne s'est pas beaucoup trompé. Merci beaucoup. Merci Je redis que c'est un très beau livre, très touchant, que c'est un exercice d'écriture assez inédit et assez fascinant. Je vais laisser les gens venir se faire dédicacer leur ouvrage. Est-ce que je peux récupérer mon sac pour prendre mon stylo? Je vais te le chercher. Merci. Merci beaucoup.